C'est bon alors? Merci, bien. Bonsoir à toutes et à tous. Juste pour vous dire aussi, effectivement, on ne s'est pas vu peut-être cette année pour certains. Donc tous mes meilleurs vœux à vous, vos familles, vos proches. Et surtout, une bonne santé. Vu le nombre de procurations qu'il y a ce soir, je pense qu'il y en a qui ont peur ou qui ont tout simplement des soupçons de Covid. On n'est pas encore débarrassé de ça. Le secrétaire de séance, en l'absence d'Emmanuel Lebars, c'est Michel Richard, à qui je vais demander de procéder à l'appel. Présent. Anne Caro. Présent. Anne-Sophie de Michel Cadour. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présent. Thierry Collard. Présent. Isabelle Nedelec. Présent. Mathieu Seissé. Procuration à Thierry Collard. Sophie Guillava. Pierre Capel. Présent. Michel Richard. Présent. Nelly Gallet. Présent. Marie-Françoise Carbounou. Présent. Alain Clueb. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Pierre Evin. Procuration à Anne Caro. Catherine Merceur. Oui, présente. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Bénédicte Rollet. Présent. Stéphanie Cotteron. Présent. Céline Tiranguevin. Procuration à Michel Cadour. Olivier Yvain. Antoine Audoir. Procuration à Thierry Collard. Denise Pellet. Bruno Simon. Bruno Simon, procuration à Catherine Daniel. Sylvie Ravaillot. Procuration à M. Kerjean. Gwenaël Carjean. Présent. Jérôme Lacopin. Présent. Catherine Déniel. Jean-Philippe Souriman. Procuration à Denise Philippe. Emmanuel Lebas. Procuration à Sophie Guillavarche. Bien. Merci pour l'appel. Je vais vous demander l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 9 décembre. La secrétaire de séance était Catherine Daniel. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Il n'y en a pas. Je considère donc qu'il y a un accord sur le procès-verbal. Je vous fais passer. Alors, il y a le procès-verbal et il y a celui du 23 septembre où il manque encore quelques signatures. Je vous demanderai, pour ceux qui n'ont pas signé, de signer ces procès-verbaux. Bon, avant de démarrer aussi ce conseil municipal de début d'année, bon, c'est la loi des séries. La dernière fois, on rendait hommage à André Elie, ancien premier adjoint de la ville de Guilherme, mais là, malheureusement, je voulais rendre hommage à Jean Maubian, ancien maire de Guilherme, maire honoraire, qui est décédé en fin d'année. Et donc, je voulais adresser, bien sûr, toutes nos condoléances à Madame Maubian, à toute la famille, à tous ses proches. Jean Maubian, j'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Certains ici ont travaillé avec lui, on était dans la majorité, après on était dans l'opposition. Mais voilà, j'ai toujours eu un respect de cet homme-là, parce que c'était un homme de conviction, droit, engagé d'abord dans le syndicalisme, mais aussi dans la politique. Et j'avoue que c'était toujours quelqu'un avec qui on pouvait discuter et qui a travaillé pour la ville de Guilherme dans l'intérêt général. Et c'est vrai que Jean a toujours été quelqu'un de vraiment avec une vision pour la ville de Guilherme,
Alors, on n'était pas forcément d'accord sur tous les points, mais on se retrouvait quand même sur certaines orientations. Et j'avoue que j'ai eu un plaisir à travailler avec lui. Malheureusement, le drame de Paimpfel l'a ébranlé. On peut être costaud, hein, on peut être des hommes aguerris syndicalement, politiquement, mais le drame de Paimpfel, où il a été mis un peu, je dirais, comme d'autres bien sûr, mis un peu responsable de ce qui s'était passé, alors qu'il n'en avait rien du tout dans la responsabilité, mais vous savez, quand on est maire et quand il se passe des accidents, on est toujours mis tout de suite à l'index. Donc le drame de Paimpfel l'avait vraiment ébranlé, et ça avait laissé des profondes blessures, jusqu'au point où, à un moment, ne pouvant plus, il a préféré démissionner en 2006, parce que ça l'avait marqué. Et il avait cédé la place à Michel Billet à cette époque-là. Et donc, il a été aussi conseiller général de notre canton pendant 2 mandats. Je voulais lui rendre donc un hommage ce soir. Et je l'ai dit à son épouse, je l'ai dit à sa famille que j'ai rencontré au moment du décès, qu'on va essayer de rendre hommage, mais dans une période pas de pandémie, mais rendre hommage à Jean Maubillan d'une autre manière. Alors on va y réfléchir d'abord au sein de la municipalité, on vous fera une proposition, je ne dis pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent, pour qu'on puisse l'honorer d'une autre manière, parce qu'il a marqué quand même la ville de Guilher. Voilà. Et donc, je vous propose de vous lever et de procéder à une minute de silence. Je vous remercie. Un point sur la situation sanitaire. On a pris des mesures en fin d'année restrictives, hein, comme vous l'avez pu, au moins ceux qui sont dans les associations ont pu le ressentir. On a été des mesures plus restrictives que celles que l'État nous imposait. Alors on a eu bien sûr des critiques, pourquoi on allait un peu plus loin. Aujourd'hui je ne regrette pas les décisions que j'ai prises, et au vu de ce qui se passe encore ces jours-ci, nous avons un taux qui augmente d'après les chiffres que l'on a encore aujourd'hui. Bon, c'est vrai peut-être que les gens se font plus contrôler aujourd'hui, il y a des tests plus importants, mais on a des chiffres qui dépassent tout entendement. Alors c'est vrai que peut-être les gens sont moins secoués, mais il y a quand même toujours des personnes qui sont bien touchées et qui sont hospitalisées. Donc aujourd'hui, si jusqu'au 29, on a pris des mesures, on va les alléger, mais je demande à ce que les gens fassent encore très attention, même si on va redonner un peu de vie à nos associations. Je demande à ce que les gens soient responsables, assument leurs responsabilités. Je pense notamment au président de l'association. Il y aura toujours tendance à des gens à dire on s'en fout. Non, on ne peut pas. Moi, j'étais au département, on était en séance plénière aujourd'hui. On s'est tous fait tester avant d'aller à la séance plénière. Voilà. Et tout simplement une garantie pour ceux qui sont présents et ceux qui ont été... Bon, personne n'a été bien sûr contrôlé positif, mais voilà. On a tous pris des mesures et on essaye de préserver notre santé à nous, bien sûr, mais aussi préserver celle des autres. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule du conseil municipal. Donc les mesures vont être des nouvelles mesures, bon, suite bien sûr aux annonces du gouvernement. On va uniquement les
prendre en considération ce que l'État, le gouvernement nous impose. On n'ira pas plus loin, mais malgré tout, je vous demande de faire très attention, et en tant qu'élus, nous devons bien sûr montrer l'exemple. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Maintenant, on a un conseil municipal lié bien sûr aux orientations budgétaires. Il y a le rapport d'orientation budgétaire, mais il n'y a pas que ça. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Anne Carreau qui va nous présenter, il n'y a pas de vote, mais c'est le compte rendu de la délégation au maire. Oui, M. Garjean, vous voulez dire un mot? Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y, avant. Ouais, je peux, ouais. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, l'équipe de la minorité représentant la liste citoyennes-citoyens Ensemble pour Guilher vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2022, ainsi qu'aux guilhériennes et guilhériens, et s'associe à l'hommage que vous avez rendu à monsieur Jean Maubillan. Le ROB et le DOB, les deux acronymes du début d'année qui annoncent le vote du budget. 1992, la loi rend obligatoire la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans les communes de plus de 3500 habitants, le fameux DOB. La loi NOTRe, adoptée en 2015, précise que ce débat doit s'appuyer sur un rapport d'orientation budgétaire, le non moins fameux ROB. Depuis, le ROB et le DOB animent les conseils municipaux. On se souvient d'ailleurs de celui de l'an passé. Des questions nombreuses, de vifs échanges, et c'est tant mieux pour la démocratie. Nous espérons, pour le débat d'aujourd'hui, des échanges fructueux dans un état d'esprit apaisé. Si le CGCT, dans son article L2312-1, précise que le maire rapporte les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette, dans sa bienveillance, le législateur votait pour que l'Assemblée des élus soit la mieux informée possible. En conséquence, nous tenons à féliciter les services pour la qualité du rapport que nous a présenté M. Leroy. Le contexte, la rétrospective et la prospective financière y sont exposés de manière claire. Enfin, le ROB est aussi un outil de communication à destination des citoyens. Je vous rappelle que nous échangions récemment au conseil municipal sur ces outils. Nous contestions alors la pertinence de l'installation de panneaux à affichage lumineux. Vous nous demandiez même conseil, monsieur le maire. Eh bien, voici une idée. Que soit produit un document à caractère pédagogique synthétisant le ROB, faites-en un réel support de communication, diffusez-le. On pourrait aussi imaginer une réunion publique annuelle présentant le débat. La communication entre la municipalité et les administrés en serait ainsi améliorée. Les choix faits, les orientations prises seraient mieux compris et gagneraient en transparence. Évidemment, ce n'est qu'une idée. Nous désirons en tout cas que les guilhériennes et les guilhériens soient mieux informés des tenants et des aboutissants de ce que nous nous apprêtons à débattre. En conclusion, je dirais que le ROB et le DOB sont bien plus que des passages obligés, ils sont aussi et surtout le reflet du niveau de démocratisation de la vie publique d'un territoire, un véritable enjeu donc de sincérité, de transparence et de respect de la parole de chacun. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres peut-être commentaires ou avant de démarrer l'ordre du jour? Moi, j'ai pas du tout d'avis. J'ai connu où il n'y avait pas de débat d'orientation budgétaire, ni de rapport d'orientation budgétaire. J'ai connu le débat d'orientation budgétaire qui se tenait sur un format A4 recto verso, et au fur et à mesure, le législateur. Je n'ai pas d'avis de dire si c'est bien ou si c'est moins bien. C'est vrai que la prospective que vous a présenté François Leroy en commission, et je dirais de nature à vraiment prendre objectivement les orientations et les déclinaisons de ce qui se passe au niveau européen, au niveau national, au niveau de toutes les strates du fonctionnement de notre pays. Bon, j'avoue que tout à chacun, on est capable d'assumer aussi, d'aller chercher les informations, mais qu'elles soient remises dans un rapport. On l'a, et demain, on vote le budget à la métropole. On a eu ce même rapport aussi assez conséquent et fourni à la métropole au dernier conseil. Voilà,
les choses sont ainsi, et puis je trouve ça très bien. Maintenant, il faut que le législateur comprenne que les réglementations, elles se suivent, et c'est toujours un travail plus conséquent pour nos agents, et on nous demande toujours plus, mais si le plus est pour le bien général, pourquoi pas. Anne Caro. Liste des décisions du maire prises par délégation du conseil municipal. Premièrement, décision de déclaration sans suite de la consultation lancée pour la construction des vestiaires de Painsfeld. La consultation lancée par la commune de Guillers pour la construction de vestiaires pour la salle multisport du fort de Painsfeld a été lancée cet été. La décision de déclarer cette procédure d'appel d'offres sans suite pour des raisons économiques a été prise après une analyse détaillée. Le coût des travaux s'avère en effet nettement supérieur au budget disponible pour cette opération. La procédure est donc abandonnée. Si ce projet devait être relancé dans les prochains mois, un nouvel avis d'appel public à la concurrence serait publié dans un journal d'annonces légales et sur la plateforme Mégalis. Et le deuxième point, c'est l'acquisition de 4 véhicules d'occasion. Une consultation a été lancée en 2017 pour le renouvellement d'une partie de la flotte automobile en location. Renault avait présenté l'offre la mieux disante pour ces contrats de location. La commune a souhaité acquérir ces véhicules d'occasion. 4 bons de commande ont été signés pour un montant total de 26 723,40 € hors taxe, soit un montant TTC de 32 068,04 €. Qui c'est le rapporteur de la commission plénière? Oui. Allez-y. D'accord. Y a-t-il des questions sur ce rapport, même s'il n'y a pas de vote? Oui. Merci. Si vous le permettez, nous souhaiterions quelques précisions concernant le premier point, c'est-à-dire l'abandon des travaux des vestiaires de Painsfeld. Donc il est noté, si ce projet devait être relancé dans les prochains mois, un nouvel avis d'appel public à la concurrence serait publié. À votre sens, ce projet est plutôt abandonné définitivement ou provisoirement? Dans la seconde hypothèse, à quel terme et sous quelles conditions peut-on envisager une reprise? Ou alors peut-être vous réfléchissez davantage à son projet dans sa globalité. Par exemple, la salle de sport nécessite-t-elle également une remise en état? À quel coût? Pour quel usage? Tout simplement, avez-vous d'autres pistes de réflexion sur ce projet? Alors, je vais vous répondre. On dit la procédure a été abandonnée. La procédure. C'est-à-dire que quand on a fait l'appel d'offres, le résultat de l'appel d'offres nous a amené à, de mémoire, 30% plus cher que nos estimations. Donc, aujourd'hui, c'était hors de question. Moi, la lisibilité économique à court terme, à moyen terme et à long terme nous amène à être prudents. Donc, ce dossier-là va être revu, un petit peu revu à la baisse dans sa forme, et on repartira sur une procédure. Donc quand on aura eu des nouveaux éléments, quand l'Archi nous proposera une nouvelle mouture un peu moins, je dirais, moins conséquente, qui nous permettra d'après les chiffres que l'on pourrait avoir, correspondre à un budget qui était initialement prévu. On avait prévu, me semble, 420 000 €. Il faut qu'on tienne à ce budget-là. Je ne vous cache pas que ce dossier-là aurait été fait un an avant. Je pense qu'on était dans les clous, ou pas loin des clous. C'est tout simplement, tous les appels d'offres qui sortent, il n'est pas propre à Guillers, c'est propre à toutes les communes. On est souvent largement au-dessus, donc beaucoup aussi de mes collègues sont amenés à revoir leur position pour faire des économies, pour rester dans les budgets initialement prévus. Donc ce projet-là, je pense qu'il va être un peu revu, sans enlever la nature, tout en gardant des vestiaires, un accueil normal pour les associations, mais peut-être que dans sa disposition, dans son fonctionnement, l'Archi doit revoir pour faire des économies d'échelle. Donc dès que cela sera fait, on repartira sur une publication légale, et puis on verra le résultat, en souhaitant que, bien sûr, entre-temps, peut-être
la pression sur les entreprises qui sont très sollicitées dans le moment. D'ailleurs, la preuve, hein, vous pouvez voir ce qui se passe à Guilherme aujourd'hui. En quelques semaines, vous avez vu le nombre de grues qui sont sorties. Bon, voilà, ils ont du boulot. Et puis, de temps en temps, ils ont tendance à dire, mais je les comprends aussi parce que beaucoup quand on parle avec les entreprises, les matériaux sont à la hausse, les matériaux manquent, donc automatiquement il y a une pression pour en avoir, et puis ça augmente les prix, et il y a aussi les prix des carburants, tout ça c'est répercuté, et voilà, on a les conséquences pour nos projets, donc c'est vigilance, et puis moi j'ai préféré retirer que de dire, ouais, on paye 30% de plus, on va trouver un budget pour ça, ouais, mais si c'est 30% plus 30%, à la fin, voilà, à la fin, il y a un moment, il y a un effet ciseau, et puis là, ça colle plus, quoi. Donc voilà, c'est le pourquoi de mon choix de retirer ce dossier. Mais il reviendra, je pense, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est nécessaire de refaire les vestiaires, elles ne sont plus adaptées. Et d'ailleurs, il faut se poser la question des vieilles vestiaires, mais seulement ça, c'est amianter tout ça. Il y aura aussi une démolition à prévoir. Mais voilà, bon, dans la construction, moi, toujours, stand-by, on étudie et on redémarre quand tout ça, c'est prêt et qu'on aura un peu une vision peut-être plus réaliste de rester dans les budgets que nous avions prévus. Donc ça Oui. Ça veut dire que ce projet peut faire partie des projets d'investissement qui seraient dans le cadre du reliquat de l'enveloppe sur 2022-2024, par exemple. Oui. Oui, je pense que ce dossier va revenir dans le cadre des présentations, à condition qu'il reste toujours dans l'enveloppe qu'on avait initialement prévue. D'autres questions? Il n'y en a pas. Bon, de toute façon, il n'y a pas de vote sur ce dossier-là. Ensuite, le deuxième point de l'ordre du jour, c'est moi qui le présente, c'est une information aussi, il n'y a pas de vote, mais vous avez entendu parler de ça maintes et maintes reprises. C'est l'arrivée de Mathieu Seité. Pacte financier et fiscal de solidarité entre Brest Métropole et ses communes membres. Alors, la Cour des comptes, dans son rapport, avait émis comme quoi il était nécessaire qu'il y ait un pacte fiscal et financier entre toutes les communes de la métropole. Donc, lors de son conseil du 13 décembre 2021, la métropole a approuvé ce pacte financier et fiscal. Donc chaque commune aujourd'hui doit en être informée de ce qu'il en retourne. Donc le pacte financier et fiscal tient compte des diverses relations financières existantes entre l'EPCI et les communes, à savoir les efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, la politique communautaire poursuivie à travers des fonds de concours, de dotation de solidarité communautaire et des critères de péréquation retenus, et aussi les critères par l'organe délibérant de l'EPCI à la fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou les reversements à titre de fonds de péréquation des ressources intercommunales ou communales. Donc, ce pacte financier, on a défini des objectifs d'organisation de relations financières entre la métropole et les communes. Donc, la solidarité financière pour atténuer une inégalité dans les répartitions des ressources et des charges sur le territoire métropolitain, et aussi pour mettre en commun des ressources fiscales ou financières. Donc perpétuer et développer le projet communautaire métropolitain en organisant les moyens permettant de financer les compétences transférées ou en vue de l'être, ou encore l'exercice des compétences métropolitaines sur les terrains communaux. Dans cette approche, le pacte donne une lisibilité et une garantie de viabilité. Donc le pacte fiscal et financier doit permettre d'éclairer les capacités financières du territoire grâce à un panorama des ressources financières et fiscales, à des compétences et des charges transférées à l'échelon métropolitain, d'identifier les leviers financiers et fiscaux à mettre en œuvre pour assumer les enjeux et aussi pour les contraintes liées à l'évolution de la métropole dans un contexte de raréfaction des ressources publiques. Renforcer la solidarité intercommunale par l'identification des
des inégalités territoriales existantes. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes de péréquation permettant d'atténuer à l'échelle du bloc communal partage de ressources financières et fiscales. Donc, en janvier 2021, on a regroupé, il y a eu des négociations, et donc on a permis d'élaborer le présent pacte en 3 phases. Donc, présentation de la démarche, des enjeux associés, des concepts utilisés, production et partage d'un diagnostic financier et fiscal agrégeant la situation de la métropole et des communes membres, production de propositions de mise en œuvre d'un pacte fiscal et financier à partir de différents leviers d'action. Donc depuis, bien sûr, de nombreuses années, un bilan positif pour les communes de passage au régime de la fiscalité professionnelle unique. Vous savez, avant, on avait la taxe professionnelle, maintenant c'est la TPU, donc c'est pour tout le monde. On a un écart croissant entre les attributions de compensation versées à la métropole par les communes et le poids des charges réelles transférées à l'échelon communal. Ça veut dire que dans les atténuations de produits, je sais combien qu'on donne, François, c'est 580 000 que l'on donne à la métropole tous les ans, mais ça c'est un chiffre qui gâte depuis déjà de nombreux lustres, et c'est vrai que c'est des plus proportionnels. Donc à un moment, il faut se dire, ça ne correspond plus, donc il faut essayer de revoir un peu cette mesure de compensation. Donc, il a été décidé, donc, pour répondre à un besoin de financement, on a mis 5 leviers ont été proposés au comité de pilotage, dont faisaient partie les maires, et nous avions KPMG, un expert financier qui suit beaucoup de communes, beaucoup d'institutions, qui suit même l'État, puisque c'est eux qui gèrent les finances, qui sont amenés à donner leur avis sur les finances de l'État. Donc KPMG, les propositions qu'ils nous ont fait, c'est un prélèvement de 0,39 points du taux du foncier bâti additionnel de la métropole, 3,32, pour faire évoluer le partage du levier fiscal entre le PCI et les communes et générer un produit supplémentaire de 1 million d'euros par an. Donc cette action sur le taux s'inscrit dans le contexte de suppression de la taxe d'habitation qui réduit fortement le pouvoir des taux de l'EPCI. L'instauration d'attributions de compensation en investissement versées par les communes de la métropole, elle devrait permettre de dégager une ressource supplémentaire de 1 million d'euros pour toutes les communes. Une progression du produit de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, par l'application progressive entre 2023 et 2025 de coefficients multiplicateurs, ce qui amènera un produit attendu aux alentours de 550 000 euros en 2025. L'instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations, la GEMAPI, à hauteur de 5 euros par habitant. La recette correspondante à 1,1 million sera affectée aux investissements de prévention des inondations et de la protection des milieux humides. L'adoption de la taxe d'habitation sur les logements vacants, donc nous, ça ne nous concerne pas trop, on n'a pas trop de logements vacants, mais certaines communes ont un peu plus, dont l'instauration sera élaborée prioritairement en fonction des objectifs métropolitains en matière de politique de logement. Son produit est estimé entre 350 000 et 700 000 euros. En conséquence, les mécanismes de solidarité de la métropole vers les communes prévus sont donc un abondement des crédits de proximité dédiés. Donc, pour moi, ce que je m'en occupe, en plus, c'est mon secteur, donc de 1 million d'euros en plus, donc le million supplémentaire vient des ressources supplémentaires que je viens d'évoquer, et donc, et aussi de réforme de la dotation de solidarité communautaire par l'instauration d'une enveloppe fixe de 350 000 euros annuels à compter de 2022. Alors, elle a été fluctuante, d'une année on avait, des années on avait moins, des années on avait plus. Aujourd'hui, cette enveloppe, normalement, devrait se stabiliser et répond à l'enjeu de lisibilité budgétaire évoqué par les communes. Donc, on est tous tombés d'accord sur ce pacte fiscal et financier. On va passer en contribution, il y aura une augmentation de certaines choses, mais en retour, on devrait avoir, je dirais, une lisibilité plus importante sur ce qui se fait entre toutes les communes, donc, et ça correspond à la demande de la Cour des comptes qui nous avait un peu poussé à le faire un peu plus rapidement. Donc voilà. Donc je voulais vous présenter un peu cette élaboration qui a déjà été présentée au Conseil métropole et qui doit être présentée dans toutes les communes de la métropole. Voilà. Il n'y a pas de vote. La commission a vu le dossier. D'accord, merci. Y a-t-il des questions ?
Il n'y en a pas? Merci. Ensuite, c'est le rapport Michel Cadot, donc c'est le DOB ou le ROB. Moi je vais vous lire la fiche. Je pense que c'est pas nécessaire de repasser tout le diaporama qu'on a vu l'autre jour. On a commenté. François Leroy nous a très bien expliqué. Ce diaporama, s'il n'y a pas de questions, et puis je vais quand même vous lire la fiche. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et D.2312-3, vu l'article 107 de la loi numéro 2015-991 en date du 7 août 2015, dit loi NOTRe, considérant l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants d'organiser un débat d'orientation budgétaire dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget. Considérant que le débat d'orientation budgétaire doit s'appuyer sur un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Considérant que conformément au règlement intérieur du Conseil municipal, pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers en mairie et par voie dématérialisée 5 jours avant la séance des données synthétiques sur la situation financière de la commune, contenant notamment des éléments d'analyse rétrospective et prospective. Considérant que ce rapport doit donner lieu à un débat et faire l'objet d'un vote, il sera proposé au Conseil municipal de prendre acte du débat d'orientation budgétaire. Merci. Michel a dit, vous avez une présentation très complète par François Leroy à la commission. Vous avez eu ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, je pose la question d'abord à l'avis de la commission. La commission a pris acte du rapport. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, M. Carnot. Est-ce que vous pouviez simplement exposer vos conclusions par rapport au rapport? Je ne vais pas vous dire le rapport, mais au moins exposer les conclusions. S'il vous plaît. Les conclusions de ce rapport sont assez... je ne vais pas reprendre toute l'analyse financière qui a été faite par... Oui, mais sur la présentation du dossier, parce que c'est assez complet. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que en 2021, c'est sûr que les chiffres encore maintenant deviennent plus provisoires, François, ils sont quand même assez complets. Oui, après, je n'ai pas réactualisé. Non, mais globalement, il n'y a pas de modification de ce qui vous a été présenté, parce que vous savez, il y a tout cet enregistrement de post-31 décembre. Après, il y a quand même des enregistrements de pièces nouvelles et un rapport avec le trésorier qui pourrait, sur des valeurs techniques et sur des valeurs économiques, peut-être changer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans la vérité. Nous avons maîtrisé, bien sûr, nous sommes dans une année encore particulière, on avait le Covid, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons maîtrisé les finances de la collectivité, globalement, sur l'année passée, et que ça nous donne des projections sur 2022, 2023, 2024. Quand je dis ça, je lis pas dans le mar de café, mais on a quand même, vous n'avez pas oublié que nous avons des élections qui arrivent très prochainement et que peut-être des orientations peuvent amener des modifications dans les orientations de prochains gouvernements. Il y aura certainement un nouveau gouvernement et des orientations nouvelles. Vous savez que le quoi qu'il en coûte va peser notamment sur les finances de l'État. Et comme d'habitude, on va demander à qui de faire des efforts? Aux collectivités territoriales et dont les communes font partie. Donc aujourd'hui, moi je suis pour ça très prudent. Je reviens, tout à l'heure on parlait du dossier, mais le dossier tout à l'heure je l'ai enlevé pour ça, parce que on ne sait pas du tout comment seront les orientations futures. Et je reste très prudent. On était au vote du budget tout à l'heure au département. Il y a aussi de la prudence. Parce que, je prends un exemple, les droits de mutation
les droits de mutation sur les maisons sont quand même plus importantes que ce qu'on avait prévu au budget. Pour le département, c'est aux alentours de 65 millions d'euros de plus. Sauf que ça, c'est une année. Donc, bon, on a fait une proposition de mettre 44 millions de côté pour prévoir l'avenir. Mais voilà, demain, si ça se trouve, les mutations, les droits de mutation vont peut-être chuter. Et ça, on ne sait pas parce que l'immobilier, il a le vent en poupe aujourd'hui. Et puis peut-être dans quelques mois, une crise économique, j'en sais rien. Moi, quand je suis arrivé en 2008, on était en pleine crise de l'immobilier. Je me rappelle, il y avait eu quand même une sacrée chute des droits de mutation. Et 50 000 ou 60 000 euros de moins, c'est tout de suite une inflation. Aujourd'hui, quand on voit le prix des carburants, le prix des matières premières, le prix des intrants, quels qu'ils soient, il faut qu'on soit prudent. Il y a une évolution quand même, un retour à l'inflation, et il faut qu'on soit vraiment, vraiment prudent. Donc, les conclusions pour 2022-2024, on est dans une projection de pouvoir investir entre 2 millions et 2,5 millions d'euros. Je dis ça aujourd'hui, mais je préfère le dire tout de suite. Attention, j'attends de voir ce qui va nous tomber sur la figure, en espérant que non. Mais je suis là vraiment vigilant et prudent pour les années à venir. Ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est qu'on a dégagé quand même une épargne nette, une épargne brute et une épargne nette qui nous permet quand même de désendetter la commune. Alors désendetter, je m'intéresse dans le rapport, je dirais, épargne sur l'endettement. Maintenant, il faut continuer. Normalement, dans les années qui viennent, si on continue, je vous dis toujours, entre guillemets, si la situation, je dirais, ne change pas, n'évolue pas beaucoup, on pourra continuer à investir tout en désendettant, tout en gardant, je dirais, dans les niveaux d'endettement, la collectivité. Voilà, c'est les deux orientations sur lesquelles je me base. Avec, bien sûr, une évolution de la fiscalité. Si l'inflation repart, on ne pourra pas non plus ne pas augmenter la fiscalité, puisque si on doit payer plus cher nos intrants dans les cantines, on sera obligé de retrouver des produits en face. Et malheureusement, ça va se faire comme ça. Mais on est tous dans la même situation. Et entre maires, quand on en parle, on a tous le même raisonnement. Donc voilà. En conclusion, maîtrise des dépenses, optimisation des recettes de fonctionnement, c'est sur ça, parce que c'est le fonctionnement qui nous fait dégager aujourd'hui du résultat, qui permet de prévoir l'investissement et qui permet de mettre, je dirais, d'autofinancer des projets sans avoir recours à des financements extérieurs. Voilà. Donc, c'est garder cette maîtrise. Et je vous dis, voilà, les incertitudes, ce sont tout ce qui n'est pas maîtrisé aujourd'hui. Bon, on essaiera de trouver des financements extérieurs, départements, régions, la DSIL, DETR, on en passe des dossiers, on passe un dossier tout à l'heure. Voilà, bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut faire vivre, mais prudence, prudence. Donc, 2022 reste une année, je dirais, prudente, transitoire, et on regardera en fin d'année les évolutions de ce que l'État va peut-être nous imposer, mais bon, on reste optimiste. Et je voulais aussi remercier, bien sûr, les services, parce que on y travaille de ce DOB depuis de nombreux mois, et mettre les chiffres les uns après les autres, aller à la recherche, tout ça. Bon, François a passé de nombreuses heures, je ne vais pas dire de nuit, mais des fois, t'arracher les cheveux aussi, François. Mais enfin, bon, ça fait comme ça. C'est comme ça. Mais voilà, bon, voilà, on a ce qu'on vous a présenté, je le trouve. On a tous les éléments aujourd'hui pour vraiment donner un peu des perspectives, je dirais, au moins que l'on connaît, pour prendre des orientations pour la collectivité. Oui. Allez-y. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, mesdames et messieurs les conseillers, tout d'abord, nous remercions les services, et monsieur Leroy en particulier, nous le redisons, pour la qualité du ROB qui fait clairement le bilan sur la situation financière et qui laisse transparaître la stratégie de la commune pour les 3 ans à venir. Je débuterai par un constat. 2020 aura atteint les sommets en termes d'endettement. L'annuité de la dette par habitant s'élevant à 92 €, la plus élevée de la métropole,
en progression de 20% par rapport à 2019. Quant à l'autofinancement net, il n'est que de 26 € par habitant, la plus faible de Brest Métropole. Pour 2021, je commencerai par relire un extrait de nos propos tenus lors de la séance du budget primitif de 2021. Si les investissements sont nécessaires au développement de la commune, ceux-ci doivent être réalisés à hauteur des moyens disponibles. Aujourd'hui, le recours à l'emprunt ne paraît plus opportun. Les seuls leviers mobilisables par la commune sont alors la hausse des impôts et la maîtrise, voire la réduction des dépenses de fonctionnement. Les chiffres 2021 confirment cette analyse des recettes fiscales en hausse de 12,5% et une maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de basculer un maximum pour la réduction de la dette. Les investissements sont freinés. L'emprunt de 300 000 € envisagé au BP a été annulé. Passons maintenant à la période 2022-2024. L'objectif affiché est la maîtrise des dépenses et l'optimisation, vous l'avez dit, des recettes de fonctionnement. Côté investissement, le plan pluriannuel dresse quelques opérations en 2022, dont le sol des vestiaires d'athlétisme. Néanmoins, ne donne pas de visibilité sur l'utilisation du reliquat de 1 147 000 € sur la période. Mais nous comprenons que l'annuité de la dette, située autour de 650 000 € par an entre 2022 et 2024, ainsi que le contexte incertain, continuera de peser sur les finances et les marges de manœuvre. Au-delà des chiffres, voici notre analyse. De 2022 à 2024, les Guilhériens, de plus en plus nombreux en raison des projets immobiliers, auront besoin de services et de structures adaptées en nombre et en qualité. Et ce n'est donc pas de notre point de vue une bonne option que de mettre sous pression à ce point le fonctionnement. Visiblement, le poids de la dette ne laisse pas d'autre choix. Qu'on ne se méprenne pas, je ne critique aucunement le personnel qui est investi et fait ce qu'il peut avec les moyens alloués dans le contexte difficile que nous connaissons. En conclusion, même si l'on consent qu'un effort est fait pour commencer à assainir l'endettement, la situation nous paraît toujours aussi tendue. Découlant d'imprudence liée aux investissements passés, ce contexte limite les marges de manœuvre dans les deux sections. Cela génère un ROB peu ambitieux, tant pour les services rendus que pour les investissements, limités à l'entretien de l'existant, hormis ceux liés à la rénovation énergétique qui bénéficient de l'effet de levier du plan de relance. Merci. Y a-t-il d'autres interventions, questions? Je vais répondre répondre, c'est même pas une réponse, c'est vous dire que, je l'ai dit dans mes propos tout à l'heure, mais on a fait des choix à un moment des exercices budgétaires d'investir sur la commune. Je vais vous ramener aux parutions de presse récentes de l'évolution des constructions sur la commune, même si je ferai une petite correction sur deux choses. On a parlé on avait 517 logements, c'est vrai, on a 517 logements en construction, sans compter ceux qui vont arriver derrière, hein, parce qu'on a encore une zone qui se prépare là. Ça, c'est ce qui est réel, validé, en cours de construction ou en cours de livraison. On a une demande faramineuse. Le journaliste, je ne jette pas la pierre, il avait mal noté. Il y avait 1300 demandes de logements sur la métropole. Non, c'est 1300 demandes de logements sur la commune de Guilhère, dont 437 en priorité 1 et 2. Ça veut dire que c'est des gens qui veulent venir. Je ne fais que reprendre les propos aussi du journaliste. Dans le temps, on disait que Guilhère était une ville dortoir. Aujourd'hui, c'est une ville attractive. On fait une ville attractive parce qu'on met en face de l'attractivité qui est diverse. Hein. On a refait le centre-bourg. Aujourd'hui, on a une demande de commerce. Là encore, j'ai eu des demandes d'installation de commerce récentes. Ben oui, il y aura des commerces qui vont se faire dans les nouveaux bâtiments en face, côté de anciennement la Cigale, en face de le projet JADD. Voilà, il y a des projets de commerce qui vont venir. Si les gens viennent s'installer à Guilhère, ça veut dire qu'il y a une attractivité. L'attractivité amène aujourd'hui ces constructions de logements. Nous n'avons pu répondre en logement
sur les 437, nous n'avons pu répondre que de 40 logements, parce que tout le monde dit, vous savez, Guilher, ça va être la banlieue, ça va être on va recevoir. Non, c'est tout simplement notre plan, comment dire, le PLH, le plan local de l'habitat pour la ville de Guilher, c'était au minimum 70 logements pour tenir la population. Et on n'a pu faire que 40 logements parce que c'était compliqué de les faire dès l'année passée. Aujourd'hui, c'est un rattrapage. Je l'ai dit dans mes propos dans la presse, il y a des dossiers qui sont depuis 10 ans en cours, d'autres qui sont que depuis 2 ans. Le fait qu'effectivement le Pinel devait être stoppé en fin 2021 a fait booster tous ces promoteurs à construire parce qu'ils voyaient les choses arriver. Bon, le Pinel est reconduit, mais tant mieux, au moins les projets sortent de terre. On va pouvoir, moi je répète, regarder les statistiques d'évolution de nos classes, des effectifs dans nos classes. Je me tourne vers l'adjointe au scolaire. On n'a pas des augmentations, même tous les logements qu'on fait sur la commune, on n'a pas une augmentation considérable de nos effectifs dans les écoles. Et pourtant, on fait venir des jeunes ménages, parce que la politique, quand même, c'est pour la jeunesse. Le lotissement communal, c'est pour installer des jeunes ménages, pour avoir des jeunes dans nos écoles. Mais malheureusement, la société évolue. La société d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, quand on construit un logement, c'est souvent parce que les ménages, il leur faut 2 logements. Et on ne va pas empêcher la société de vivre comme ça. C'est pas moi toujours. Mais la société, elle est comme ça. Elle vit, avec une façon de voir les choses. Eh bien, on s'adapte. Donc, on a une demande faramineuse. Je compte là-dessus, bien sûr, pour demain doper un peu l'attractivité de Guilher. Nos infrastructures, aujourd'hui, que l'on propose, nous sommes en train d'essayer de labelliser, je me tourne vers l'adjoint au sport, de labelliser la ville Guilher, ville de sport et ville d'avenir au sein des propositions pour l'État. Quand on regarde aujourd'hui, quand on fait le bilan, mais même des fois, d'ailleurs je te propose que tu le transmettes ce rapport quand il sera bien fini, que tu transmettes, vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a sur la commune pour rendre cette commune attractive, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau culturel, dans tous les cadres. Guilher est devenu attractif. Bien sûr qu'on a investi beaucoup à une période, mais on savait qu'on était un endettement très fort. Mais aujourd'hui, en maîtrisant nos finances, on arrive quand même aujourd'hui dans des ratios. Que Guilher était la ville de la commune plus endettée de la métropole, ça ne me dérange pas du tout. Mais l'année prochaine, vous allez voir, on va se situer dans la partie la plus basse, parce qu'il y a des gros investissements qui se font dans d'autres communes. Ben oui, mais qui vont aussi changer les ratios. Et mes collègues me disent que certains vont arriver pas loin des 10 années, 2 ou moins. Mais m'ont dit, on va arriver pas loin de 10 années. Mais comme toi, qui t'as fait des gros investissements, ben nous, on n'a pas fait beaucoup, mais on va les faire maintenant. Et puis, c'est la vie qui avance. Et tant mieux, parce que ces investissements sont là pour essayer de toujours de garder nos villes attractives. Et je préfère être dans cette situation-là que dans des communes qui sont à 20 km de Brest ou 30 km, qui n'ont plus les budgets pour investir et qui sont en train de quémander soit au département, soit à la région, soit à l'État pour faire des investissements, mais uniquement de maintien de leur potentiel sur leur commune. Donc voilà, c'est une vision peut-être que tout le monde ne comprend pas, c'est la mienne, et je ne dois pas me tromper beaucoup, puisque aujourd'hui les retombées sont quand même intéressantes. Ceci dit, quand on prend des décisions d'investissement sur une salle, sur un projet, allez, je vais dire, tiens, le Marcel Pagnol. Quand on a investi sur Marcel Pagnol, on a fait quoi? Une salle pour les aînés, ça manquait. On a fait une école de musique, ça manquait. On a fait une crèche, ça manquait. On a fait un CLSH qui était dans les locaux, ça manquait. On a tout de suite, on a répondu. Aujourd'hui, les gens viennent à Guilher, ils regardent ce qui les intéresse. Ils regardent, ah, dis donc, il y a un sacré truc là, c'est sympa, je vais. Ils vont pour autre chose, et puis les gens sont différents les uns des autres, les ménages sont différents des uns des autres. C'est une société de consommation. Sauf que quand on a investi dans Pagnol, on ne savait pas que l'État allait nous demander de nous diminuer toutes ces dotations, et ça, on est tributaire, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tributaire de décisions de l'État. Demain, les dotations de l'État, la dotation générale de fonctionnement, qu'est-ce qu'elle sera? Je n'en sais rien. Puisque c'est la bon vouloir dans les lois de finances, et si les lois de finances disent il faut encore
je vous rappelle qu'on participe pour le désendettement de la nation. Les 1,9 million qu'on a donné de contribution depuis 2014, c'est pour la contribution pour désendetter l'État. Vous avez vu quelque chose de désendettement de l'État? Rien. Non, par contre, on a vu qu'effectivement, nous étions à 120 ou 130% du produit intérieur brut en matière de finances de l'État. Donc, on finance, mais on ne sait pas où ça va. Donc, moi, je dis, à un moment, stop. Mais je sais que les prochains qui vont arriver, si c'est les mêmes, ben, ils vont être obligés de nous serrer le kiki. Eh bien, je le dis, sans doute qu'on va nous dire encore, ben, on va vous diminuer vos dotations. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on arrête de faire les services. On arrête de faire les services à la population, on arrête de faire de la garderie, on arrête de mettre de l'argent pour que les prix soient au plus bas, pour que les ménages puissent gagner, pour faire envoyer leurs enfants dans les écoles, on arrête de faire de l'espace jeune, on arrête de faire de... Bon voilà, plein de choses. Non, moi je considère qu'on a des services sur la commune qui nous permettent de faire de l'attractivité et surtout de garder nos jeunes dans la commune, puisque c'est le principal, c'est de garder nos enfants et nos petits-enfants pour qu'ils puissent vivre dans notre collectivité avec tous les services qu'il y a, et les services de Guilherme et les services de la métropole, parce que je n'oublie pas non plus que la métropole apporte de nombreux services à notre commune, et je reste persuadé. Donc après, l'analyse des chiffres, vous savez, si on n'aime pas, ben on va dire qu'on va trouver tous les moyens, tous les mots pour dire que c'est pas bon, et quand on est pour, eh ben moi je vais défendre le bilan, c'est mon rôle, et le bilan de l'année 2021, même s'il est compliqué. Alors on parle du personnel, parce qu'il y a eu des questions sur le personnel. C'est vrai que le personnel, ben on a un personnel vieillissant. C'est comme ça. Tous les ans, ils prennent un an. Moi aussi, je vais prendre un an bientôt, mais bon. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, ben, le personnel, il vieillit. Et plus il vieillit, ben, plus c'est compliqué d'arriver à un certain âge. Et donc, ben, il y a des arrêts maladie, il y a des arrêts de... Pas tant que ça, mais ça perturbe, parce que nous sommes une collectivité encore moyenne, où nous avons 70 agents. Voilà, si on avait 3500 agents, 2 ou 3 qui sont malades, c'est pas pareil que quand on a 70, voilà. Et on le gère, et on le gère. Alors on le gère, j'avoue que là je donne mes félicitations encore au service, et là je le dis à la DGS, mais à le de faire répercuter, parce que la période des protocoles qui changent tous les jours, la DGS ne fait plus que, enfin, toi et une autre personne, vous ne faites presque plus que ça, à gérer les protocoles, les arrêts, les Covid, les cas contacts, les machins. On ne fait presque plus que ça, mais c'est la vie de la collectivité dans une période compliquée. Si elle avait fait que si le Covid n'aurait duré que 6 mois, on aurait dit tiens c'est du passé, n'en parlons plus. Mais on est encore dedans 2 ans après, quoi. Voilà. Et on fait avec, malheureusement. Donc voilà. Moi, je défends. Bon, ce qu'on va vous présenter dans le budget, ben, il y aura sans doute des choses plus précises en matière d'investissement. Mais valeur aujourd'hui, déjà, vous avez, avec le ROB qu'on vous propose aujourd'hui, vous avez déjà les grandes lignes sur 2022-2024 qui vous sont présentées. Oui, Mathieu, je voulais dire un mot. Ouais, comme ça permet de parler un peu du dossier, du label qui a été demandé, et le dossier qui est fait. Donc, bien sûr, je le transmettrai à l'ensemble quand il sera bien finalisé. Bon, après, il y avait des chiffres qu'on savait, mais ça a permis de peaufiner et de savoir quand même quelques chiffres. Il ne faut pas tout confondre, en fait, les infrastructures sur la commune, parce que je vois bien ce que vous sous-entendez. En fait, quand on fait des infrastructures, il faut savoir que ça attire les gens, et qu'aujourd'hui, par exemple, dans les 23 associations sportives de Guilherme, plus de 50% des gens ne sont pas guilhériens. Ouais, plus de 57% des pratiquants au sport sont des femmes. C'est deux chiffres comme ça. Quand vous verrez le dossier, ça vous permettra d'analyser que quand il y a une salle d'athlétisme couverte à Guilherme, ce n'est pas forcément des guilhériens qui pratiquent le sport dans la salle d'athlétisme de Guilherme. Quand il y a un terrain synthétique, un terrain 5, un terrain en herbe éclairé au foot, ce n'est pas forcément des guilhériens à 100% qui vont à la SG. Quand il y a une salle de danse comme on a, ce n'est pas forcément des guilhériens qui sont dans la salle de danse. Alors bien évidemment qu'on doit accueillir les gens extérieurs et que ça montre aussi l'attractivité d'une commune. Mais il ne faut pas tout confondre. C'est justement parce qu'on a eu une politique d'infrastructure vraiment de haute qualité, je dirais même dans la métropole, mais même dans la région, dans le département, qu'il y a des gens qui viennent pratiquer du sport à Guilherme. Je parle pour le sport. Donc
Le discours, il est un peu ambivalent dans le sens il faut faire des infrastructures par rapport à la population qu'il y a. C'est pas justement parce qu'on fait des infrastructures que la commune de Guilher est attractive. Merci. Ok. Autre intervention, autre question? Il n'y en a pas? Moi, je voulais, si vous permettez, si vous permettez, je voulais revenir quand même sur la pression sur le fonctionnement dont je parlais, parce que la CAF, l'autofinancement brut que vous dégagez représente 23% de la section. Ouais. Donc, qui bascule à l'investissement, soit en remboursement de la dette, soit le remboursement de la dette d'abord. Hein. Voilà. Et après, ensuite... Et le sol pour faire les investissements. Tout à fait. Est-ce que ça ne met pas en péril certaines actions, quand même, qui figuraient, par exemple, dans votre programme? Je pense à la concertation sur l'avenir de la salle de Joubin, le développement de l'attrait du fort de Pinfeld, de Carwal, la sensibilisation et la pédagogie à l'environnement, la police municipale. D'ailleurs, est-ce que ces postes-là sont comptés dans le volume RH Ils seront dans le rapport, dans le budget qui sera présenté. Je vous dirai ce que c'est la date. Le 10 mars. D'accord. Donc voilà le sens de ma question. Et puis en investissement, nous trouvons que deux actions paraissent essentielles pour nous. La sécurisation des abords de Ballard et le développement, la sécurisation et la végétalisation des itinéraires doux, de transport doux. Donc voilà, des actions en fonctionnement et en investissement que je questionne, savoir si elles sont à votre esprit. Mais le mandat démarre, le mandat va jusqu'en 2026, et tout ça, ça va être programmé. Joubin, on n'a pas encore mis le dossier en ouverture. Bon, voilà, vous évoquez Joubin. La sécurisation du stade de Ballard, on a déjà une prospective faite par un bureau d'études qui nous a présenté avec encore des aménagements à discuter. On est en train de travailler dessus, mais il sera présenté quand le dossier sera vraiment plus avancé, plus élaboré. Les cheminements doux, aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de choses sont de compétences métropolitaines et que, enfin, je vois Alain qui est là juste en face, on a eu une réunion, une GEP il n'y a pas longtemps, où il y a eu des grosses discussions sur l'évolution des cheminements doux, des évolutions. Voilà. Tous ces critères-là sont imposés aujourd'hui. Les mobilités, c'est même pas nous qui l'imposons, c'est la loi qui nous l'impose. Donc la loi nous impose, à chaque fois qu'on fait un dossier, de regarder à toutes ces choses, dont les mobilités et aussi les nouvelles méthodes de cheminement, dont les cheminements doux. Donc voilà, il y aura, tous les ans, on fait quelques centaines de mètres linéaires de plus de cheminement dans la campagne. On essaye de mettre dans nos dossiers... je prends l'exemple du rond-point de Carloquin qui a été effectué là récemment, qui a été fait il y a quelques semaines, où voilà, on a le chaussée doux qui monte. Voilà, si on avait demandé de faire plus d'investissement dans les routes, on n'aurait pas eu cet investissement. Si on avait demandé de faire une séparation, admettons, sur la route entre le cheminement vélo, vous pourrez attendre. Les budgets sont tellement restreints aujourd'hui de la métropole, qu'on fait avec. Donc on essaye d'adapter. Et bien, si demain on doit faire en zone, et c'est un projet que l'on a, c'est du collège, même de rond-point entre les deux collèges, c'est de la rue de Boire et la rue Charles de Gaulle, de l'aménager en la rétrécissant pour la sécuriser, pour faire du cheminement, ralentir la circulation, et aussi pour sécuriser les piétons, les vélos. Mais ça, c'est un projet sur du long terme. Parce qu'on aura, même en ayant obtenu, parce que je me bats quand même depuis de très nombreuses années pour avoir de l'argent de la métropole, même en avoir obtenu pour passer de 4 à 5 millions d'euros le budget de proximité, ça a l'impression d'avoir beaucoup, 1 million d'euros, mais 1 million d'euros dépassés sur la métropole, c'est peanuts. Mais on se bat et on essaye de faire avancer les choses. Mais tout ça s'est intégré et je suis persuadé que... Mais c'est vrai, il faudra qu'on ait une vigilance sur le fonctionnement. La ligne 012, on a négocié les 1607 heures. Voilà, les 1607 heures ont abouti sur
sur un accord entre les salariés, mais ça aura des conséquences budgétaires, la revalorisation du point d'indice, enfin il y a plein de choses comme ça, mais je trouve normal. Aujourd'hui, regardez l'inflation qu'il y a dans le pays. Si les gens n'ont pas d'augmentation de salaire, il y aura un moment où on va encore avoir à gérer la misère sociale, et je me tourne vers ma première adjointe, vous aurez à gérer une situation catastrophique en matière des gens qui sont déjà dans une situation de précarité. Les chiffres sont pas mauvais sur la commune, mais ça peut très vite déraper s'il n'y a pas une revalorisation salariale, y compris dans le public, mais et aussi dans le privé. Faut pas se voiler la face, hein. Donc, tout ça, ça amène à une gestion de la ligne 012 pour, bien sûr, la plus grosse ligne du budget, mais aussi la ligne 011, avec tous les intrants, tout ça. Je peux vous dire que, je me tourne vers Michel, mais pas que Michel, on a quand même, on demande à nos agents une vigilance de tous les jours, de toute l'année, sur de faire attention sur les chauffages, dans le truc, hein, moi, on en rigole, mais enfin, c'est vrai que quand on fait le plein des cuves, c'est pas une petite somme. Et l'autre jour, on a eu une réunion avec un auditeur, et puis on a parlé des consommations d'électricité, et puis on parlait de mettre un petit compteur dans certains équipements. Bon, moi je viens aussi sur un truc, quand on voit des équipements qui restent allumés des fois toute la nuit, des équipements sportifs principalement. On a eu aussi l'église, j'ai vu un week-end il y a eu l'église, donc moi à chaque fois je vais voir les gens, je leur dis de faire attention, quoi. C'est quand même notre argent. Et on demande donc aux agents de faire des économies, mais par ailleurs, dans certaines associations, ils oublient d'éteindre les lumières, quoi. Et on a les preuves, quoi. Oui. C'est ça, mais c'est plein de choses. Ouais. C'est plein de choses qu'ils font. C'est une responsabilité individuelle qui, dans une responsabilité collective, nous amènera à faire des économies, mais sans non plus être tout ça draconien et être dirigiste. Mais chacun doit se responsabiliser pour qu'on ne gaspille pas l'argent public et qu'on puisse développer des méthodes, des méthodes douces. Et je suis sûr que dans le temps, les gens vont changer leur comportement, parce qu'ils auront des comportements chez eux aussi pour faire des économies, et ils auront un comportement similaire dans des lieux publics, en société, et qui fera que tout le monde sera gagnant. Voilà, c'est tout simplement cette mutation de la société ça va vite, hein, ça va vite, mais bon, je dis, on veut bien aller vite, mais c'est comme tout, hein, le nerf de la guerre, c'est les finances, c'est l'argent, et puis il faut être prudent à tout ça, donc on est prudent. Voilà, tout en essayant de garder les investissements, de remise en état, d'évolution. Voilà. Bon, on va passer au vote, débat d'orientation budgétaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Sur les médias, j'ai la vu. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Quatrième point, c'est Anne-Sophie, c'est la demande de subvention au titre de la DETR, justement. Alors... Oui. On a bien voté sur le fait que le DOP s'est tenu. C'est ça. Il y a eu un DOP. Oui, voilà. Merci. Pardon. Demande de subvention au titre de la DETR sur les actions de rénovation énergétique et d'amélioration des conditions d'accueil des usagers. Des travaux portant sur les actions de rénovation énergétique et d'amélioration des conditions d'accueil des usagers sont envisagés dans les prochains mois. Ils sont détaillés ci-dessous. Remplacement de l'éclairage du terrain de foot synthétique par du LED, remplacement de l'éclairage de la médiathèque par du LED, remplacement du sol de la médiathèque, installation de la nouvelle porte d'entrée de la médiathèque et du détecteur d'ouverture de porte. Le coût total de ces trois actions de transition énergétique et d'accessibilité qui rentrent dans les thématiques de priorité 1 de la dotation d'équipement des territoires ruraux est de 97 156,25 € hors taxe, soit 116 587,50 € TTC. Le planning prévisionnel de ces travaux est le suivant. Démarrage des travaux au printemps 2022, fin des travaux au premier trimestre 2023. Pour mener à bien ces travaux, il est envisagé de solliciter l'aide de l'État au titre de l'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux programme 2022 à hauteur de 50% des coûts des travaux, soit 48 578 €. La commune est susceptible d'être éligible à l'octroi de cette dotation dans la catégorie des opérations relevant d'une priorité numéro 1.
Est-ce que je vous refais le détail de tous les équipements? Le tableau peut-être, je sais pas. Alors, le plan de financement exprimé en hors taxe est le suivant. Donc, dépenses subventionnelles hors taxe du projet, 97 156 €. On sollicite 50% pour la DETR, 48, donc le montant sollicité de subvention est de 48 578 €, avec un montant à la charge du maître d'ouvrage identique pour le total précédemment cité. Donc les crédits nécessaires à la réalisation de l'opération seront inscrits au budget primitif 2022. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les projets de travaux détaillés ci-dessus, de valider le plan de financement prévisionnel présenté, d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, programme 2022, ainsi que toute autre subvention susceptible d'être accordée pour la réalisation de ces travaux. La commission plénière a vu le dossier. Des questions? Oui. Merci. Lors du conseil du 10 juin, les élus ont validé un plan de financement pour ces travaux, avec en plus le changement de l'éclairage du parking de l'Agora. Le coût total de l'opération était de 82 000 € avec des subventions à hauteur de 43 500 €. Le démarrage des travaux était prévu en septembre 2021, ça sera terminé fin octobre. Et donc dans le ROB, aujourd'hui, on retrouve les travaux de la salle de tennis et du chauffage de l'église dans les investissements en 2022. Est-ce qu'il faut en conclure donc que les travaux prévus en 2021 seront finalement réalisés en 2022 et qu'en est-il des subventions sollicitées? Alors, pour le parking de l'Agora, comme vous avez pu le voir, le changement a été fait. Pour l'église et pour la salle de tennis, c'est les entreprises qui sont en attente justement des entreprises. Donc c'est pour ça, elles sont très sollicitées, donc on attend. C'est pour ça que ça décale pour le coup d'une année, c'est reporté à l'année prochaine. Enfin, cette année, quoi. Enfin, l'année prochaine qui est cette année. Vous m'aviez comprise. On s'est compris. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Après, le point suivant, toujours Anne-Sophie, c'est sur acquisition d'un espace vert rue de la Paix. Alors, il est envisagé l'acquisition d'une emprise située à Guilher, entre la rue de la Paix et la rue Nominoé. Il s'agit d'un espace vert cadastré section BB, parcelle numéro 502, d'une surface totale de 103 m². Depuis de nombreuses années, les riverains se plaignent régulièrement du manque d'entretien de cet espace. Or, depuis l'aménagement de ce quartier, la Cité de la Paix vers 1960 et le lotissement Le Petit Clos approuvé le 1er décembre 82, cet espace vert est resté la propriété des consorts Carvéniques. Les propriétaires, par le biais de Mme Gwenaëlle Geffroy, représentant leur indivision, ont sollicité la commune afin que ce délaissé soit rétrocédé à la collectivité. Cette acquisition à titre gratuit a pour objectif de permettre à la collectivité de gérer cette emprise. Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition de cette emprise ou d'une partie de cette emprise, cadastrée section BB numéro 502 d'une contenance de 103 m² à titre gratuit. Les frais afférents à cette transaction étant à la charge de la commune. D'autoriser monsieur le maire à signer les pièces nécessaires à cette transaction. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Non, c'est un truc qui traîne depuis longtemps, qu'il fallait régulariser. Oh là là. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. La convention d'occupation sur le domaine public entre la ville et la SCIAEL. Anne-Sophie. La SCIAEL, représentée par Mme Canipel Émilie, a pour projet l'implantation d'un cabinet d'orthophoniste aux 2 rue Pasteur sur la commune de Guilher. Le terrain porteur du projet est enclavé car issu de la division de parcelles cadastrées BD numéro 114, conformément au plan 6 juin. Ainsi, afin de pouvoir concrétiser ce projet, la commune autorise l'accès au cabinet médical par le parking du centre socio-culturel de l'Agora, 679 rue Charles de Gaulle et cadastré BD numéro 112. Il sera uniquement piéton et d'une largeur réglementaire de 3,50 m, accès pompier. Il nécessite de ce fait une ouverture de talus de 3,50 m à la charge de l'occupant. Le reste du talus sera conservé à des fins paysagères et environnementales. La création de cet accès implique la suppression de 2 places de stationnement au droit du talus existant. Accès pompier, piéton et PMR et visibilité du cabinet.
La commune conditionne la création de ce cabinet à la création de 8 places de stationnement supplémentaires, 2 par praticien et 2 pour compenser celles retirées pour créer l'accès, dans la continuité du parking existant de l'Agora. La commune se réserve la possibilité d'effectuer un marquage d'une place PMR à proximité immédiate de l'accès piéton créé. Il convient donc d'entériner et de définir les modalités de cette occupation du domaine public par le biais d'une convention entre la ville de Guilers et la SCI AEL. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modalités de la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y afférents. Merci. La commission a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Nous connaissons les difficultés et les délais rencontrés pour les demandes de rendez-vous chez plusieurs spécialistes, dont les orthophonistes, y compris lorsque la demande relève d'une nécessité de bilan orthophonique préconisé par l'école pour un enfant en difficulté d'apprentissage. Le sujet est d'ailleurs traité dans la presse ce jour, où il est fait état des 15 communes bretonnes ayant perdu le plus d'orthophonistes ces dernières années, Guilers étant la seule commune à ne plus avoir de spécialistes, après en avoir compté 3 jusqu'en 2015. Si nous nous réjouissons donc de la perspective de l'installation d'un cabinet d'orthophonistes, nous sommes surpris par la condition qu'émet la commune, à savoir, je cite, « La commune conditionne la création de ce cabinet à la création de 8 places de stationnement supplémentaires, dans la continuité du parking existant de l'Agora. La création de ces places est-elle nécessaire? Peut-on envisager une expérimentation dans le double objectif de faciliter l'implantation du cabinet et de limiter l'artificialisation d'une partie du jardin de l'Agora? Bon. Pardon. Ah oui, d'accord, vas-y. Alors, l'occupation du domaine public nécessite une contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'occupation du domaine public sans contrepartie, notamment financière. Donc là, la contrepartie est la création de ces places de parking. Puisque oui, il va y avoir une utilisation supplémentaire du parking, et certains jours, le parking est déjà bien rempli. Donc on est dans l'obligation, dans tous les cas, de leur demander une contrepartie. Il faut que vous sachiez ça. Mais non, mais n'allons pas changer les règles. Enfin, c'est pas aujourd'hui au conseil municipal de Guilers qu'on va changer les règles de contrepartie. Quand il y a un permis de construire qui est déposé, en fonction du nombre de logements, il est obligatoire d'avoir 0,5, ça dépend des catégories, une place, voire 2 places. Ces gens-là ont fait le choix d'acheter un terrain qui était enclavé. Je les ai reçus en mairie avec le vendeur de ce terrain-là. Et je leur ai dit, OK, par où vous allez accéder à votre truc? Par la rue Laennec? Il me dit, non, on ne peut pas, le propriétaire qui vend ne veut pas. Ben, j'ai dit, ben, vous serez obligé de passer par la propriété municipale. Et moi, aujourd'hui, si j'accepte aujourd'hui en disant, vous pouvez vous garer sur la place de machin, n'importe qui peut venir à Guilers qui va s'installer et me dire, moi, je veux des places sur le parking de l'Agora, à moins de 200 mètres, et j'en ai pas besoin, et je profite de ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, effectivement, l'obligation, c'était 12 places de parking. Parce qu'ils sont 5 dans le projet. Maintenant, ils ne sont plus que 3, mais il y a quand même 5, emplacements. C'est-à-dire ils avaient 5 au début, puis il y a 2 qui ont dû changer d'avis, mais il y a quand même 5 possibilités de spécialistes, alors orthophonistes ou d'autres, dans ce local-là. On leur demande 2 places de parking, mais comme pour l'accès, on supprime 2, je leur demande 12 places. Bon, ils m'ont dit, on ne peut pas, ça ne passe pas au niveau financier. Je ne vous cache pas, voilà les négociations. Mais je ne vous dis pas le prix qu'ils ont payé du mètre carré de terrain. Dans une négociation, ce n'est pas la commune de Guilers qui doit faire les frais. Je demande à la presse de ne pas marquer ça parce que c'est... Mais la commune de Guilers ne doit pas payer, ne doit pas faire, un cadeau, puisqu'ils ont payé, pour moi, beaucoup trop cher. On n'a pas de tarif comme ça encore sur la ville de terrain vendu à ce prix-là sur la ville de Guilers. Alors elles ont peut-être été, je sais pas, elles ont mal négocié, le promoteur qui leur a vendu le terrain n'a peut-être pas, leur a caché certaines choses, et elles me demandent, moi, de faire un cadeau. Alors, le seul cadeau que j'ai fait, j'ai dit, je veux bien, puisque vous n'êtes plus que 3, je vous demande 8 places. Je fais abstraction des 2 locaux qui sont vides.
Je leur dis, voilà, je passe de 12 à 8, mais c'est à vous. Alors c'est elles qui le font, c'est pas moi qui fais les places. C'est à elles de le faire. On a un emplacement de verdure sans aller dans le terrain, dans le jardin de l'Agora. On a tout prévu, c'est mesuré tout. On a dit, voilà, on le fait dans le bout, là. Il n'y a pas de souci pour mettre les 8 places de parking. Et voilà, ça fait partie des négociations. Et elles auront ça à construire dans le cadre de leur installation de leur cabinet. Voilà. C'est tout simplement, j'applique la réglementation, et comme ça appartient, le parking de l'Agora appartient à la commune, ben c'est normal, si ça appartenait à la métropole, pour vous dire, la métropole n'aurait pas fait de cadeau, c'était 12 places, c'était terminé, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bon, j'accepte de faire un petit geste, parce que oui, c'est des jeunes, et puis on a besoin, je suis d'accord, on a besoin d'orthophonistes. Alors, j'ai vu l'article de presse ce matin, effectivement, j'ai découvert ça. Les 2 places, ben oui, on avait 2 personnes qui faisaient à côté de la poste, je ne sais plus les noms d'ailleurs. Ils ont arrêté, ils sont partis en retraite. Ils ont préféré garder la maison pour faire le local pour en faire leur maison d'habitation. Il y a eu une autre personne qui est venue me voir, qui venait, je crois que c'est du sud de la France. C'était une voisine à moi dans mon quartier. Elle s'est installée ici dans le cabinet. Bon, je ne vais pas étaler la vie privée des gens, mais il y a eu un problème personnel dans leur couple, et ils se sont séparés, puis il a été obligé de quitter Guilherme. Bon, c'est le hasard des choses. Mais bon, voilà, et maintenant on a des gens qui veulent s'installer. Ben voilà, tant mieux. Oui, parce que je sais qu'il y a une forte demande d'orthophonistes sur Guilherme, et donc, ben voilà, on va résoudre ce problème-là. Enfin, résoudre en partie, parce que on va au moins diminuer. Hein? Ouais. Qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici. Bon, voilà, et puis tant mieux. Bon, mais voilà le pourquoi de l'explication du pourquoi de cette convention, parce que je trouve normal qu'il y ait une participation pour... Voilà, je vais changer de registre complètement. Dans le même cas, l'hôpital l'annexe de l'hôpital ici à côté, rue Lemonnier. Vous avez des agents qui travaillent et qui se garent sur notre domaine public. Combien de fois j'ai pas dit à l'hôpital, ils ont des terrains disponibles là dans le bout en face de la cuisine Chateaubriand. Ils ont de place à agrandir pour faire des places de stationnement chez eux. Mais seulement, là, aujourd'hui, ben, il y a des jours où, regardez, on dit à côté de l'école Chateaubriand, c'est le Capharnaüm, les gens se garent partout, mais parce qu'il y a quelques voitures qui ne sont pas des logements, mais qui sont aussi des gens qui travaillent de l'autre côté, ou qui, dans la rue Lemonnier, ce sont des gens qui n'ont pas assez de places de parking, non, ils se garent sur nos places de parking, et bon, voilà, et on est tributaire de ça, alors que s'il n'y avait pas de place, encore je dirais rien, mais là, je ne trouve pas normal, puisqu'il y a des emplacements qu'on peut encore développer, et faire des places de parking pour l'hôpital, ben, ils investissent des centaines de millions d'euros. Je dirais pour 200 000 euros, même pas 150 000 euros, ils auraient fait des places de parking supplémentaires. Mais voilà, mais ça fait partie, mais il faut bien tenir son rang. On peut faire des concessions, certaines choses, mais là-dessus, je ne fais pas, parce que demain, tout le monde va me demander, eh ben, vous avez donné à celui-ci. Quand des logements s'installent en face de la mairie, on leur demande tous des places de stationnement à l'interne qui ont été élaborées dans le cadre du PLU, et on se tient à ça. Moi, je me tiens à ça. Ou alors, ils achètent des places, je ne sais pas combien c'est la place de stationnement aujourd'hui. À un moment, elle était à 12 000 euros, après, elle a augmenté, mais je ne sais pas si elle n'est pas autour de 20 000 euros. Aujourd'hui, ils peuvent acheter, ils demandent à la métropole, ils vont acheter une place, 20 000 euros. Ben, voilà, c'est tout. Hein. Vaut mieux qu'elles fassent leur parking elles-mêmes, ça leur coûtera beaucoup moins cher avec une entreprise. Voilà, si j'ai pu répondre à votre question. C'est bon, merci pour votre explication. Voilà, on passe au vote. Y a-t-il des gens qui préparent part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Sophie, sur une agence postale communale, délibération de principe. Dans le cadre de l'évolution du réseau postal et de la réorganisation des services postaux, les services de la Poste ont pris attache auprès de la ville de Guilherme. Les services de la Poste ont fait part du vaste chantier de transformation de son réseau à l'échelle nationale. Le développement du numérique et d'Internet ont radicalement changé le comportement des particuliers, des entreprises, mais également des administrations engagées dans un processus de modernisation avec la dématérialisation.
Le SMS et l'email se substituent aujourd'hui facilement à la lettre courrier. L'administration électronique consiste, quant à elle, à mettre en œuvre des moyens électroniques pour effectuer des opérations de traitement, d'échange, de stockage d'informations sans support papier. Pour assurer les missions du service public confié par l'État, service universel postal, accessibilité bancaire, etc., et permettre l'accessibilité à ces services, la Poste propose des solutions soit sous forme d'agence postale communale, quand le partenariat est établi avec une commune, soit un relais postal lorsqu'elle est rattachée à un commerce. Dans un souci de conserver ce service public de proximité et suite aux différents échanges avec les services de la Poste concernant le devenir du bureau de poste existant à Guilers, Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer quant à la création à l'avenir d'une agence postale communale dont le fonctionnement sera assuré par la mairie avec le soutien financier, technique et mobilier du groupe La Poste. La création d'une agence postale donnera lieu à la signature d'une convention avec le groupe La Poste dans un prochain conseil municipal. Cette convention détaillera l'organisation de ce futur service. Le projet donnera lieu à une présentation détaillée pour avis lors d'un prochain comité technique avant la présentation au conseil municipal de la délibération portant sur la signature de la convention. La présente délibération pose le principe de la création de cette agence et permettra de poursuivre la mise en œuvre du projet pour une ouverture à l'horizon du début d'année 2023. Bien, merci. La commission a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. C'est avec surprise que nous avons découvert la semaine dernière en commission plénière le projet de transformation du bureau de poste en agence postale communale. Ce projet, soumis aujourd'hui à délibération, prend appui sur le 5e contrat de présence postale territoriale signé entre l'État, l'Association des maires de France et la Poste, dont l'objectif est, je cite, d'adapter le service postal de proximité aux attentes diversifiées et nouvelles de nos concitoyens, tout en l'accompagnant d'une évolution du réseau des points de contact. Fin de citation. Ce contrat précise que la transformation d'un bureau de poste en agence postale communale se fait à l'issue d'une consultation renforcée sur la base d'un dossier préalable de synthèse partagé entre la Poste et le maire de la commune, présentant l'offre globale de services postaux dans la commune. Pardon, je termine mal ma phrase. Ce dossier devant être complété d'un courrier de formulation des évolutions envisagées. Suite à la commission de jeudi dernier, donc, les réactions ont été nombreuses. Ce sujet émeut les Guilériennes et les Guilériens. Ils ne comprennent pas qu'avec 117 logements en construction et une population de plus de 8000 habitants, le bureau de poste ferme. Et nous non plus d'ailleurs, d'autant que tous les indicateurs s'accordent sur l'attractivité de la commune. Par exemple, si les locaux actuels sont trop grands, les nombreuses surfaces commerciales à venir pourraient accueillir un vrai bureau de poste en plein centre-bourg. Le conseil municipal doit se prononcer sur le principe de création de cette agence postale communale sans aucune information écrite. Seule une promesse de maintien d'une partie des services et la perspective d'une présentation future permettent de délibérer. Comment pourrions-nous alors acter une telle décision sans connaître l'impact sur le quotidien des Guilériens, sans connaître les services futurs qui seront proposés? Nous voterons contre le principe de création de cette agence postale communale parce que nous déplorons le manque de transparence vis-à-vis des Guilériennes et des Guilériens, parce que nous n'avons pas d'éléments pour statuer sur sa pertinence et parce que nous voulons maintenir un vrai bureau de poste à Guilers. Et je tiens à préciser que seul un refus de notre Assemblée pourrait amener à une révision de ce projet. Merci. Bon, je vais vous répondre. Manifestement, peut-être que les choses n'ont pas été comprises dans le sens où la présentation de cette délibération. La présente délibération est aujourd'hui pour entamer des discussions, n'est pas là pour dire qu'on va transférer à la commune, elle est là pour entamer des discussions sur un éventuel transfert à la commune de l'agence postale. Vous comprenez très bien que, bien sûr, si je viens devant vous, c'est parce que j'ai eu des éléments me disant que l'agence postale de Guilers n'a plus la vogue qu'elle avait il y a 30 ans. Et tout ce que vous avez dit tout à l'heure,
Je ne comprends pas, d'ailleurs, vous ne comprenez pas que les Guilériens, je suis étonné que les Guilériens aujourd'hui aient des informations alors qu'on n'a pas statué au conseil municipal et qu'ils n'aient pas tous les éléments entre les mains. Le jour où ils auront tous les éléments entre les mains, ils vont très vite comprendre qu'il y a un intérêt à garder une agence postale sur la commune de Guilers. Et moi, je fais partie de ceux-là. C'est la 3e ou 4e fois qu'on vient vers moi pour me dire, monsieur le maire, attention, l'agence postale. Rappelez-vous, avant, on avait du tri. On avait nos facteurs qui étaient dans l'agence de Guilers. Aujourd'hui, ils ont été ramenés ailleurs parce que c'est comme ça. Je parlais d'évolution de la société tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a plus de courrier. Aujourd'hui, tout se fait en dématérialisé, en mail et autres façons de faire. L'argent, aujourd'hui, les gens ont une autre manière de gérer leur argent. Les gens ont une autre manière d'aller prendre des timbres. Voilà, l'évolution de la société amène qu'il y a une fréquentation catastrophique du bureau de poste de Guilers qui amène la Poste aujourd'hui à se poser des questions sur le maintien de cette agence postale. Il y a deux solutions. Ou on engage des discussions pour la transférer dans la ville de Guilers, ou elle est fermée et elle va dans le bureau de tabac, elle va dans un commerce de Guilers, dont certains jours, ce sont des jours de fermeture. Il y aura des jours de fermeture. Donc, moi, je fais le choix, je préfère engager des négociations avec eux tout de suite, pour mettre en place des conditions, de savoir comment et quoi et qu'est-ce qui va en ressortir, parce que je sais effectivement qu'il y a des Guilériens qui sont habitués toujours à avoir des principes, c'est-à-dire de les retirer, je pense notamment aux personnes âgées, de les retirer 50 € tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou 150 € pour la semaine, parce qu'ils ont, c'est comme ça, c'est des fonctionnements, ça je le sais, mais on ne peut plus, la Poste ne peut plus continuer avec les services qu'elle a aujourd'hui, enfin, vu la fréquentation, elle ne peut plus apporter autant de services. Si on veut apporter un service minimum, il vaut mieux qu'on commence à négocier pour qu'éventuellement ça se transfère chez nous. Je ne sais pas où ça va aller. Je vous dis franchement, on est obligé dans le cadre de la légalité de prendre une délibération qui permet au maire de rentrer en discussion avec l'agence postale pour savoir comment demain, et si demain on assume l'agence postale, qui finance. Parce que moi j'ai du personnel, ma première question a été de demander, et que devient le personnel? Ils sont avertis comme quoi l'agence, demain, n'existera plus. Donc, il y a un recyclage du personnel, je suis désolé, je dis recyclage, c'est pas le mot, mais il y a une redistribution du personnel dans le secteur, et a priori, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le personnel comprenait, et que donc, ils étaient redispatchés dans le secteur de la région brestoise, mais notre secteur à nous, plus proche de Guilers. Voilà. Si demain, je dis fin de non-recevoir, je dis non, la Poste coûte que goutte. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est, autant j'ai dit ça jusqu'à présent, parce que je défendais l'agence postale sur la commune, vu les chiffres qui m'ont été présentés par les représentants, j'ai dit, bon Dieu, ici, c'est pas bon du tout. Et demain, ils vont me la fermer, et là, si ça va n'importe où dans un commerce de Guilers, et que le commerce, il est fermé le lundi, ou le jeudi, ou tel jour de la semaine, ben les gens, ils vont faire comment? Au moins, on sait que la mairie de Guilers, elle est ouverte du lundi matin jusqu'au samedi midi. Et c'est peut-être c'était quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'il faudra qu'on s'adapte justement pour accueillir cette agence postale, parce que je sais que c'est quelque chose de nécessaire sur la collectivité. Mais malheureusement, l'évolution de notre société, dites-moi, qui va à la Poste tous les jours? Dites-moi, depuis combien de temps vous n'avez pas été à la Poste, peut-être? On peut faire le tour de la table, mais il y a certains, peut-être, qui ne vont pas une fois par an à la Poste, alors qu'avant, on allait acheter des timbres parce que le courrier était quelque chose de naturel. Bon, aujourd'hui, les facteurs, ils ne sont plus à Guilers, le centre de tri n'existe plus, c'est du stockage de vélos, du stockage de matériel qu'il y a dans les locaux derrière. Le financier, pas de problème, ils me disent, nous, on pourra vous faire gérer le financier, parce qu'il y aura des formations. Voilà, je n'en sais rien aujourd'hui, mais tout ça, ça va être écrit, ça va être discuté, et je reviendrai devant vous quand on aura des propositions plus conséquentes, qui seront plus réelles, et je vous dirai, voilà,
la Poste nous permet de faire ça, la Poste nous dit on peut faire ça, voilà. Si demain la Poste ne sera ouverte qu'à mi-temps, nous on est ouvert tout le temps. On est ouvert de 8h30 le matin jusqu'à 5h ou 5h30 le soir. Donc déjà on est dans les ouvertures de la Poste. Donc je ne vois pas si on met un agent, ben, il sera peut-être, j'espère qu'il sera financé par la Poste. Et voilà, c'est des conventions, mais tout ça, ça reste à discuter. Mais pour pouvoir discuter, je suis transparent, il faut qu'on prenne une délibération pour engager les discussions. N'allons pas donner déjà les conclusions avant d'avoir commencé à discuter. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas prendre le schéma, et si les Guilériens aussi se posent des questions, on reviendra devant eux, par l'intermédiaire du conseil municipal, pour leur dire, voilà, les services qu'on maintient à Guilher, pour rassurer certains, parce qu'ils ont peur, effectivement, que l'agence parte. Je vous dis, je préfère qu'elle soit dans un service public à la commune, que de le voir dans un commerce de Guilher, qui serait intéressé, beaucoup seraient intéressés, s'ils ont une rémunération, beaucoup le voudraient l'avoir, mais après, les heures d'ouverture, je ne sais pas, ou quand les gens vont en congé, comment on fait? Voilà, comment on fait? Donc je préfère d'ouvrir des négociations avec nous, et c'est uniquement l'objet de cette délibération-là. Le principe. J'ai bien, c'est marqué création d'une agence postale communale, délibération de principe, c'est-à-dire que vous me donnez l'autorisation de principe de négocier avec eux, pour voir, mais je serai très vigilant, parce que moi je suis pour un service public aussi, de qualité, et je vous dis, c'est la 4e ou 5e fois, je ne sais plus combien de fois on les a vus, tous les 2 ans on les voit, et ils viennent à la charge toujours, monsieur Gore, là on va supprimer. Boire n'a plus que boire, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont à boire, je demande Jacques. Hein, c'est au proxy maintenant, voilà, bon, ils ont transféré l'agence postale au proxy. Mais moi je ne pensais pas effectivement qu'on serait arrivé à ça, mais je vous dis, les fréquentations qui m'ont été présentées sont catastrophiques. Et ils ne peuvent pas maintenir des agents pour ne plus avoir de service, même si on a l'impression des fois que les gens vont prendre leur colis, trucs comme ça, mais, ou faire des recommandés, mais aujourd'hui, la dématérialisation, et on n'est qu'en 2022, mais dans 10 ans, je vous dis franchement, aujourd'hui on peut acheter des timbres, et ça vous coûte rien, vous avez des timbres pour le même prix qui sont livrés par Chronopost. Bon voilà, je vous dis ça, mais les choses évoluent tellement, et puis le courrier, maintenant c'est des mails. Tout est dématérialisé aujourd'hui, faut vivre avec son temps. Mais je veux garder ça. Si je peux me permettre, vous construisez un certain nombre de logements en centre-bourg, à la place de la Cigale, notamment certaines résidences dédiées aux là. Ces personnes-là, elles ne sont pas dans l'air du bien, elles ont encore besoin d'un service de proximité pour avoir accès à leur... Oui, mais dans 10 ans, comment... J'avoue qu'il y a une fracture numérique pour une certaine catégorie de la population. D'ailleurs, on met des bandes, on essaye toujours de résoudre tout ça pour essayer de... Mais dans 10 ans, je vous dis franchement, il n'y aura plus beaucoup. Effectivement, il y aura toujours. Mais j'ai jamais dit qu'on allait supprimer les personnes, le service aux personnes âgées. J'ai jamais dit ça. Et là, c'est vraiment dire des sottises que de dire qu'on va supprimer des choses. J'en sais rien, mais je me battrai pour qu'on ait toujours un service bancaire, pour qu'on ait un service de proximité. Il y aura peut-être une boîte aux lettres devant la mairie de Guilher, peut-être qu'elle sera ailleurs, j'en sais rien. Mais gardons tête froide aujourd'hui avant de dire des inepties qui vont appeler après qui font causer les gens, alors que c'est pas du tout la vérité. On rentre dans des discussions. Et moi, je vous dis, je veux qu'on garde, mais c'est vrai que si ça ne peut plus rester là-bas, je préfère qu'elle vienne à la mairie de Guilher qu'elle aille dans un commerce, parce que les conséquences pourraient être dramatiques. Et puis il y a des certains qui ne veulent pas aller dans le bureau de tabac, parce qu'ils ne veulent pas aller rentrer dans le bistrot, ça fait chercher de l'argent, un truc comme ça. Non, ils ne veulent pas. Et puis, il faut la sécuriser. Nous, ici, dans la commune, on a des locaux sécurisés, et on a des gens assermentés. Parce que... la confidentialité, c'est quelque chose d'important pour certaines personnes, parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde sache. J'avoue que, voilà, je préfère le voir dans ce sens-là que de le voir disparaître. Voilà, je réitère mes propos, mais je défendrai ce service public, mais à une méthode nouvelle,
Bon, qui me fait pas plaisir, hein, ça me fait pas plaisir non plus, mais c'est comme ça. Juste un mot sur les personnes qui sont concernées, les personnes âgées peut-être, mais ils viennent déjà à la médiathèque. Donc, ils auront le bureau, enfin l'agence postale, à côté de la médiathèque. Ils feront une pierre de coups. Peut-être, Michel, je ne sais pas. Ouais. Ça sera peut-être ailleurs, j'en sais rien. Ouais, mais ça sera dans un service public, dans un lieu accessible pendant 5 jours et demi de la... Les personnes âgées, elles ont aussi des ordinateurs maintenant. Le Doctolib et compagnie, elles sont bien obligées de s'équiper. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, oui, M. Carjean. Je vais me répéter mon introduction, mais si l'information était mieux diffusée, il y aurait moins de... Ah non, mais moi, je n'ai pas diffusé l'information aujourd'hui. Vous me dites que la population réagit. Où la population réagit? Elle n'a pas eu l'information. La population en a eu vent. Et je ne peux pas vous donner l'information. La population en a eu vent. La population en a eu vent. Avec la Poste, peut-être. Je sais pas. Hein? Mais on peut bien se douter ils ont que... peut-être vu dans l'ordre du jour création d'une agence postale communale, délibération de principe. Peut-être tout le monde a fait un peu des grandes théories, des grandes thèses. Aujourd'hui, il faut... Voilà, aujourd'hui... C'est essentiellement ce qu'on remet en cause, en fait. Ouais. C'est cette communication-là et le fait qu'on n'en sache pas davantage. Alors, on peut pas, on n'a pas les éléments... Mais moi, j'en sais pas non plus. Ce que je sais, c'est qu'ils sont... Vous disiez tout à l'heure que vous en avez certains, quand même. Vous avez déjà des éléments. Donc peut-être que vous pourriez les partager. Mais pas... C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non. Mais il y a des choses, moi je ne comprends pas. Il y a des codes dans la collectivité. Aujourd'hui, la Poste est venue nous voir en fin d'année. Elle nous dit, voilà, j'ai dit, au prochain conseil municipal, il vaut mieux le faire, parce que je dis, tiens, on a le temps. Après, je me suis dit dans ma tête, si on doit engager des négociations, si c'est pour fin 2022, début 2023, je dirais, s'il y a des aménagements à faire, ça se prend pas comme ça à la légère. Donc, je dis, je préfère engager les discussions. Donc, on a fait rapidement en disant, on met ça à l'ordre du jour du conseil municipal. Je ne peux pas en dire plus à partir du moment où on n'a pas engagé. Je ne vais pas annoncer dans la presse, tiens, l'agence postale va fermer, on va la faire en agence communale, ou je ne sais même pas où, comment, je ne sais pas comment on va être financé, j'en sais rien, je ne sais pas plus. Je vous dis franchement, oui, ils m'ont dit que c'était les chiffres des catastrophiques, j'ai vu les chiffres, bon, c'est vrai, quand vous allez les voir, il n'y a pas photo, hein, si on continue comme ça, ils n'iraient même pas jusqu'à la fin de l'année, donc il vaut mieux qu'on se prenne les dispositions en amont, et je reviendrai devant vous, je vous présenterai les discussions et l'élaboration d'un protocole qu'on devra avoir entre eux et nous, si tant est qu'on arrive à se mettre d'accord. Voilà. Mais j'espère qu'on se mettra d'accord, parce que il faut à tout prix, je le dis, garder ce service public. Donc s'il faut rassurer la population ce soir, c'est-à-dire que le service public sera maintenu coûte que coûte dans la collectivité, et ce sera plutôt un service communal que dans une structure privée. Voilà. Et je pense que personne ne me reprochera d'avoir fait ce choix-là. Oui. C'est l'ouverture des négociations sur le principe de création d'une agence postale communale. Si vous voulez prononcer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le principe de discussion. C'était le sens de la délib, mais... Derrière. Voilà. Ça veut bien dire une délibération de principe, c'est ce qu'on vous a dit en commission, c'est le fait qu'on s'ouvre à la réflexion sur l'ouverture possible d'une agence postale communale. Voilà, le projet donnera lieu le projet donnera lieu à une présentation détaillée pour avis lors d'un prochain comité technique. Parce que c'est vrai, si on doit faire aujourd'hui mettre du personnel, il faut que le personnel soit d'accord. Ou si on doit embaucher, dans le cadre d'un truc, la collectivité, c'est tout ça. Enfin, on a l'impression que c'est simple, mais c'est pas simple de faire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre dans les discussions aujourd'hui, la Poste, à savoir qui finance pas, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on ne proposez pas. Il lui dit, on peut vous agencer. Mais je vous rentre pas dans le détail, parce que c'était des paroles comme ça, évoquées. Mais moi, j'ai rien d'écrit, j'ai rien. Donc, je vais pas vous dire, tiens, on aura un super bureau avec machin. J'en sais rien. C'est le principe de discussion qu'il faut qu'on vote ce soir.
pour faire une création d'une agence postale communale, puisque je préfère qu'elle soit communale, qu'elle aille dans le privé. Voilà. C'est m'autoriser à discuter avec eux. Enfin, moi, je trouve que c'est clair. La délibération ne peut pas être plus claire, elle a été élaborée. Si elle a été mal comprise, j'entends, mais aujourd'hui, c'est le sens de cette délibération. Et on va passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Vous êtes contraire ou pas? Vous avez levé la main? Bon, vous vous abstenez? Et bon, voilà. Voilà. On a fini l'ordre du jour du Conseil. Prochaine réunion des conseils municipaux, 10 mars, 19 mai, 7 juillet. 10 mars, ça c'est sûr, je pense. Pardon? Non. Y a-t-il des questions diverses? S'il n'y en a pas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et aux prochaines réunions, budget, en espérant dans les meilleures conditions sanitaires.